donc prochainement un livre. Oui, le bouquin il est terminé, c'est juste que j'ai pas encore publié. C'est la vie de Khalid Abdel Mohamed. Ok, quel est ton objectif en sortant ce livre en France? Il n'y a pas le parti qui existe en France. Au-delà de la question d'informer les gens, c'est quoi aussi pour toi mon objectif à moi, c'est plutôt de mettre en lumière la vie de Khalid Abdel Mohamed, parce que ce monsieur-là, en fait, il est assez méconnu ici en France, enfin dans la sphère francophone en règle générale, il est assez méconnu, mais pour moi qui ai fait des recherches sur sa vie et ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a impacté la communauté noire, pour moi en fait la même importance qu'on pourrait accorder à Martin Luther King, à Malcolm X, à Mandela, pour moi en tout cas, on doit accorder cette même importance-là à la personne de Khalid Abdel Mohamed, parce qu'il y a très peu de gens qui le savent ici en France, mais quand on voit par exemple dans les années 90, le hip-hop conscient ou engagé, comme on l'appelle, il y a très peu de gens qui savent que Khalid Abdel Mohamed a influencé beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs justement qui ont eu des lyrics et des textes assez, on va dire, révolutionnaires ou conscients. Vous avez la rappeuse Sister Souljah qui est aujourd'hui romancière, elle écrit beaucoup de bouquins. Vous avez Ice Cube qui dans une conférence a reconnu avoir été conscientisé par Khalid Abdel Mohamed. Vous avez le groupe X-Clan, le groupe Fugees, Lauryn Hill, Flavor Flav, le professeur Griff, tout un tas d'artistes rappeurs en fait qui ont été approchés et côtoyés par Khalid Abdel Mohamed, et grâce à qui ces artistes-là, qui pour certains sont encore vivants aujourd'hui, en tout cas ont eu la conscience à partir de ce moment-là en tout cas. N'hésite pas, le jour où tu sortiras ton bouquin, à nous solliciter pour qu'on puisse organiser une rencontre ici. Ça marche. Ok, n'hésite pas. Okay. Eh bien, quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Eoué. Je suis en France depuis janvier 2012. Et avant ça, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu 17 ans, surtout à Oklahoma City. Je ne sais pas si vous connaissez. Et après Dallas. Et en visionnant le film, la plus grosse impression que j'ai, c'est que les conditions qui ont causé, qui ont amené les Black Panthers à se former, elles sont toujours existantes. Parce que, de mon expérience personnelle, il n'y a rien de plus insidieux que le racisme aux États-Unis. Je suis arrivé là-bas, j'avais à peu près 19 ans. Je sortais de la guerre civile au Congo. Et pour moi, j'avais une certaine identité. Mais quand vous arrivez là-bas, on vous fait comprendre que vous n'avez pas d'héritage, à part le fait que vous êtes black et tout, quoi. Enfin, black, mais surtout dans le sens péjoratif. Les violences policières, le manque d'éducation des enfants, les choses comme le breakfast, je me souviens plus exactement du nom du programme, c'est quelque chose qu'ils ont amené, dont les enfants ont toujours besoin en ce moment. Parce qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans les quartiers blacks au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses comme le fait qu'il n'y ait pas... Moi, ce qui m'a épaté quand je suis arrivé en France, pourtant j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, c'est le fait que dans les quartiers populaires, il y ait des primeurs. Vous voyez, les gens ont accès à des fruits frais. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Tout ce qu'on a là-bas, c'est Burger King, KFC, tous les fast-food malsains et tout. Il y a des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, m'épatent, parce que tout le temps que j'ai vécu là-bas, je me disais que c'était le meilleur pays du monde, et que, en tant que black, malgré le fait qu'il y avait tout ce qu'on sait qui se passe, qu'il y avait certains avantages. En fait, c'est pas le cas. Et je pourrais élaborer pour moi des heures et des heures sur tout cela. Mais est-ce que ça veut dire pour toi que la communauté afro-caribéenne en France est dans de bonnes conditions? Je dirais pas ça. Et puis il faut dire aussi que j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur ça. J'ai des fréquentations
et tout, mais je veux pas vraiment, parce que j'ai pas vécu ici assez longtemps pour le savoir. Et d'ailleurs, du peu que tu sais, que tu as pu observer par exemple. Moi, le moment où j'ai réalisé qu'il y avait des problèmes en France, c'était en 2005, lorsqu'il y a eu les émeutes après la mort d'Etty, je crois que c'était... Exactement. L'Oklahoma, c'est un coin vachement conservateur, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur l'extérieur. Et moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit que la France, sûrement, avait des problèmes raciaux et tout, mais pas au même niveau qu'aux États-Unis. Et quand j'ai vu les cités brûlées, c'est là que je me suis dit qu'il y avait, quelque chose, quoi. C'est là que j'ai commencé à m'informer, à fréquenter les sites comme Noir et Fier. Je ne sais pas si c'était déjà en ligne à l'époque, mais il y avait plusieurs des blogs et tout qui me donnaient une vue sur la situation. Donc je ne pense absolument pas que c'est mieux, mais je dirais que c'est moins... C'est différent bien sûr, ouais, mais c'est moins insidieux que ce qui se passe aux États-Unis, où il y a même une régression. Parce que j'ai un pote à moi de fac qui venait de l'Arkansas, Little Rock. Et la particularité de Little Rock, c'est que dans la fin des années 80, les années 90, il y a eu une guerre de gangs horrible. Little Rock, je dirais que c'est pratiquement l'équivalent, ce serait peut-être Clermont-Ferrand, ici. Et il y a eu une guerre entre les Crips et les Bloods, parce que le Midwest, en quelque sorte, c'est là-bas que toutes les autoroutes se rencontrent pour le trafic de drogue. Et quand ça a commencé à chauffer à New York et à Los Angeles, les gens commençaient à se déporter dans les petits patins comme ça, quand vous vous retrouvez dans une guerre de gangs, dans un coin où les flics ne sont pas préparés et tout. Et mon pote, il avait grandi dans tout ça. Il a réussi quand même à arriver à la fac, grâce au programme spécialisé. Il y avait aussi l'affirmative action. Je crois qu'ici on appelle ça la discrimination positive et tout. Et il me disait que, tu dis que les choses sont bien ici, mais le niveau auquel c'est arrivé là, on était au début des années 2000, c'est le meilleur niveau que ce pays atteindra. Moi je disais, mais qu'est-ce que je raconte, Mario? C'est bien, on a accès à plein de trucs à la fac, on a des avantages parce qu'on est des minorités visibles, je crois que c'est comme ça qu'on dit ici. Et je me disais qu'il était super pessimiste, quoi. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il avait absolument raison. Et je crois que si les choses sont accélérées quand Obama est arrivé au pouvoir, parce que ça a attisé encore plus de haine, parce que les Blancs se disaient qu'ils perdaient du terrain, donc ça a activé beaucoup de choses, quoi. Mais aussi des régressions comme le fait que il y a, je ne connais pas vraiment le terme technique, mais je crois que ça s'appelle le Voting Act, ce qui a permis aux Noirs de voter, d'avoir accès au vote démocratique. C'est quelque chose qui est renouvelé par le ministère de la Justice chaque année. Et il y a certaines circonscriptions qui sont surveillées parce qu'elles étaient notoires dans les années 60 pour supprimer le vote des Noirs. Quand tu parles d'Oklahoma City, tu parles de la communauté noire. Absolument. Alors qu'est-ce qu'en France, la communauté noire, après on peut l'associer même à la communauté maghrébine pour le coup, une question de classe sociale, on aurait comme acquis ici, mais on ne trouverait pas aux États-Unis dans ces minorités-là. Bonjour à tous. Moi c'est Emmanuel, dans le 17e on m'appelle Gomis. Bon, je vais parler publiquement, désolé. Pas de souci. Moi je bosse au sein de l'éducation nationale et je pense que la différence c'est que quand on voyage un peu aux États-Unis, en Angleterre et tout, les milieux populaires, entre guillemets, les gens qui ont peu de moyens, on ne se rend pas compte, c'est que, comme il dit, on a un city de salles, on a des bibliothèques sur Paris juste à côté. Je pense qu'on a plus de moyens de réussir si on compare à certaines villes des États-Unis, les quartiers de Liverpool. Quand tu sors de Londres, zone 1, 2, ça va, 3, 4, 5. Même les conditions qu'on a dans le 93, ils n'ont pas du tout. Généralement, je bosse pour
les écoles privées comme Charles Péguy. Et là, je me suis dit, ces temps-ci, je suis épanoui dans le 93 parce que je fais travailler pour mes petits frères, entre guillemets. Et on ne se rend pas compte, j'ai un proviseur, mais ils ont des moyens. J'ai grandi dans le 19e, j'étais au collège Mozart, lycée Armand Carrel, mais je leur dis au mot, mais 10% de vos acquis, dans le 19e, nous ne l'avons même pas. La semaine dernière, j'étais à l'hôtel des villes de Romainville, avec des députés, les responsables de l'académie, les inspecteurs et tout. Nous avons des programmes, des moyens, juste pour lutter contre les décrochages scolaires. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Il y a de l'argent, il y a des moyens, de l'argent, mais je pense salles, que il y a de la volonté politique. Si on voit le reportage et les Black Panther, le film Marvel qui vient de sortir, je pense que le problématique c'est plus profond. Il y a déjà les développements de l'esprit le fait de se valoriser soi-même. Autant le travail ça va être collectif et tout, mais le plus gros problématique, je pense, c'est que la plupart de nos jeunes, ils n'ont plus d'espoir. Et ça vient d'où ça? Ça reste une très longue histoire. On va dire ça. Un point, par exemple, un exemple. Nous tous, on a été bien éduqués, des choses comme ça, mais par exemple, mon père, limite, m'a toujours dit, je sais pas, il m'a toujours fait sentir que t'as pas les moyens, entre guillemets, comme un enfant blanc. T'as pas les compétences, t'as pas ce potentiel. Il m'a plus poussé à aller travailler tôt que de poursuivre des études, par exemple. Il y a déjà ça, puisque j'ai des oncles qui me parlent plus en disant que je suis arrogant parce que j'ai mon master et tout. Voilà, je pense que l'entourage que nous avons, après on ne va pas reprocher ça à mon parent, c'est que comme quand mon grand-père est arrivé à Marseille et tout, c'est sûr qu'il n'avait personne pour l'expliquer. Je pense que la conjoncture à Paris, en France. Et à partir de là, nous avons personne pour nous guider, entre guillemets. Quand je vois le contexte de mon petit frère qui a 18 ans et moi, ça n'a rien à voir, parce que je suis là déjà pour expliquer c'est quoi les études, c'est quoi la fac. Nous, tu connais Moody, on était à la fac ensemble et tout. Quand on est arrivé en première année à la Sorbonne, il n'y avait personne pour nous expliquer les choses. En plus, on tombe sur une prof qui nous dit ouvertement, limite en tant que noir, en tant qu'habitant du 19e, et en sortant à faire bac pro en plus, vous n'avez rien à faire à la Sorbonne. C'était le premier beau genre. Voilà, ça démarre de ça. Donc je pense, après, c'est pas pour trouver des excuses, c'est sûr qu'on est en bas, c'est pas normal et tout, on veut les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres, comme ils l'ont expliqué les Black Panther, pardon. Mais je pense que pour combattre, trouver des solutions en première lieu, ce serait surtout, je ne vais pas dire que c'est pas trop tard pour nous, mais commencer par rapport aux enfants. Au niveau de l'éducation nationale? Non. Les revaloriser, tu veux dire? Par rapport à nous-mêmes. Okay. Parce que, je vois sur l'éducation nationale, mais à force de compter sur le gouvernement, l'État, je pense que les choses ne pourront pas avancer. Sans être raciste pour autant, je ne sais pas, mais mettons à leur place. Leurs enfants, ils ont toujours été en haut. Je ne peux pas venir lui dire, en tant que père, tu sais, les jeunes noirs qui est là, tu peux lui ouvrir la porte un peu pour qu'il puisse se mettre au même niveau que ton propre enfant. Non, c'est impossible. Je pense que si les quartiers populaires, on veut se développer, il y a plusieurs moyens, comme l'économie sociale, qu'est-ce que tu fais par rapport aux associations et tout. Je pense que ça nous-mêmes de nous former et d'éduquer nos propres enfants. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Parler de la France, mais enfin je connais quand même un peu, je crois qu'il y a une grosse différence avec, j'ai l'impression, avec peut-être les États-Unis ou d'autres pays, c'est que je pense qu'en Europe, il y a quand même une certaine base d'une illusion, au moins, assumée d'une société.
C'est-à-dire on affirme qu'on a une société, sauf en Angleterre où Thatcher va dire qu'il n'y a pas de société. Mais en général, au moins, on l'affirme. Alors que j'ai l'impression, j'insiste, c'est une impression parce que je n'ai pas grandi, en tout cas je n'ai pas vécu adulte aux États-Unis, j'ai quand même l'impression qu'aux États-Unis, l'idée même de société, c'est en gros des individus les uns plus les autres. L'idée de former corps, de former une société, de faire... il n'y a qu'à voir la différence dans les dépenses sociales, dans les aides, voilà, quand il y a la question de chômage, c'est quand même un pays où on manifeste contre un système de sécurité sociale universel. Je pense qu'ici, il y a au moins l'illusion de dire qu'on va faire une société avec tous les travers qu'il y a, et donc quand même, ça forge quand même l'idée que, bon, ok, on a, effectivement, il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des xénophobes, mais au moins, à un certain stade, il faut au moins faire semblant. Je pense qu'il y a ça. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il vaut mieux le système, entre guillemets, honnête aux États-Unis, Ouais. de dire qu'un blanc va dire à un noir, je te déteste, je ne t'aime pas, je ne t'aimerai pas, que celui qui va être là et qui fait semblant de t'aimer pour te planter. Ouais, oui, non, je suis d'accord, mais... Je dis juste... Ouais. Moi, c'est j'irais demander aux Américains noirs ce qu'ils en pensent. Parce que moi, je ne peux pas dire... Eux, ils se font, je crois, un peu plus souvent flinguer qu'ici. J'ai l'impression. En Europe, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux quand tu dis une illusion, d'accord? Ouais. C'est-à-dire que c'est faux. On te maquille une scène. Oui, Est-ce qu'il vaut mieux une société qui est honnête dans sa discrimination, dans sa volonté de domination, ou une société qui est malhonnête? On a vu l'apartheid, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu la discrimination qui était tout à fait officielle aux États-Unis. Je pense que personne n'a envie de ça. Ce que je dis encore, c'est que c'est une illusion. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a des gens qui croient en cette illusion et qui font au moins un effort. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire, non, là, on ne met rien, parce que c'est ce genre de populations qui sont là. On ne peut pas le faire frontalement. Il faut trouver des manières. Les gens les trouvent. Mais au moins, j'ai l'impression que c'est un peu plus long à la détente pour pouvoir se mettre en place. Et pendant ce temps-là, les autres peuvent s'organiser aussi. Que par contre, voilà, quand la discrimination était légale aux États-Unis, je veux dire, tu peux rien faire. Je veux dire, tu t'organises, on vient te tuer, c'est fini. Il n'y a pas la discussion, il n'y a pas le samedi soir, on s'est réunis. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je crois qu'il y a une grosse différence historique aussi entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'Europe aussi, toujours dans cet esprit d'illusion, la discrimination massive, elle était loin, elle n'était pas en Europe en fait. Que les États-Unis se sont construits, c'est-à-dire que ça fait 400 ans ou plus, qu'il y a cette distinction claire et réelle. Il y a eu des philosophes qui ont théorisé le code noir par exemple en France. Oui, bien sûr, mais comme moi je veux dire au niveau du sol. Que la terre s'est construite comme ça, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que le code noir, c'était loin, physiquement, géographiquement. C'est ça que je veux dire. Que donc ici, les gens n'ont peut-être pas l'idée, voilà, philosophique, on va dire, ok, les noirs sont ceci, nous on est comme ça, ok. Mais ils n'ont peut-être pas vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'aux États-Unis, ils l'ont vécu pendant 400 ans. Donc on peut leur dire que vous êtes égaux. Mais toute l'histoire du pays te montre le contraire, te montre. Et tu l'as vu toi-même quand tu étais gamin. Et donc, je veux dire, je crois que ça, du coup, ça crée une différence, même dans les mentalités. C'est pas clair ce que je dis. Enfin, c'est un peu confus, parce que je réfléchis en même temps. Mais je pense que c'est une grosse différence qu'il y a par rapport aux États-Unis. Et donc, moi, j'ai toujours un peu peur quand on compare les États-Unis et l'Europe. Ce qu'on fait beaucoup, surtout dans certains mouvements afro qui essayent juste de prendre ce qu'il y a eu aux États-Unis et adapter ici. Je pense qu'il faut faire attention à ça parce que les contextes sont tellement différents, tellement différents que, bon, voilà, il faut s'inspirer, bien sûr, il faut regarder ce qui est bien, mais voilà, à un moment, il faut aussi se dire, ok, nous, on a nos propres parcours ici, ça fait moins longtemps qu'on ait une présence forte en Europe, ça fait très longtemps qu'on est là, mais une présence forte, ça fait pas tellement longtemps, on a tous des parcours très différents. Certains sont français, d'autres non. Certains sont nés en France, d'autres non.
Certains connaissent le pays d'origine, ils vont régulièrement, d'autres non. Enfin voilà, c'est toute une série de différences qui pour moi sont très importantes de dire ok, il faut réfléchir aussi. C'est bien de regarder ce qu'il y a, c'est très important. Mais bon, il faut surtout aussi puiser ce qu'il y a sur place. Pour rebondir un petit peu à ce que tu as dit, sur l'idée de cette illusion, justement, moi je trouve que c'est une mauvaise chose personnellement, parce que c'est ça qu'empêche aussi les gens d'agir et de faire des choses. Les Black Panthers, les mouvements qu'il y a eu Move aussi aux États-Unis, il y a des mouvements qui sont créés, parce que justement, ils n'avaient plus le choix, il fallait faire des choses. Et ici, juste avec cette illusion, il y a des gens qui vont se dire, bon ben, c'est pas grave, on peut laisser couler limite. On va pas avoir besoin de se mettre ensemble et d'avoir des réunions comme ici où on va se dire qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses. Et les choses, elles vont pas bien ici. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas la même histoire qu'aux États-Unis, mais elles vont pas bien. Et le racisme, il est super présent en France. Il est super présent de manière sournoise en plus. De manière subtile, sournoise et sur plein de petits détails. Que ça soit des petits à l'école, il y a plein de petites choses où on fait comprendre aux enfants que toi, tu es issu de l'immigration, toi, tu es un noir, toi, tu es un arabe, et il y a déjà des différences dès le début. Effectivement, c'est une histoire aussi d'éducation. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants qui y sont, leur histoire, les luttes qu'il y a eu, et qu'on leur apprenne qu'on ne peut pas se laisser faire, on ne peut plus être les Noirs, les Arabes. Voilà, on est ici, on est en France, et on va se battre, il faut qu'on fasse les choses. Et d'être dans une idée d'illusion qu'on est tous ensemble, ça fait que les gens, au final, ils se mettent dans, ils se disent, bon, ça va, on est ensemble. Alors que c'est pas vrai, on n'est pas ensemble. Alors j'ai pas vraiment compris, mais c'est comme ça que... Ouais. Mais le racisme, même dans les années... moi je sais que mes parents, par exemple, c'est un couple métis. Mon père il est du Sénégal, ma mère elle est juive d'Algérie, donc voilà. Et quand ils étaient jeunes, les couples mixtes, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Et ils ont vécu le racisme vraiment, mais très très fort. Les contrôles d'identité au faciès qu'il y a encore maintenant, mais qui étaient encore... qui était peut-être plus visible. Maintenant, c'est ça, c'est sournois, c'est devenu une habitude limite. Ah on est des Renois, donc on va se faire contrôler, c'est devenu... Et j'ai l'impression que les gens, ils laissent de plus en plus couler. Il y a de moins en moins de réunions comme ça, ou alors ça va être des petites réunions avec des effets... voilà, on va faire un peu de bruit pour dire on va faire quelque chose, et puis derrière, ça retombe comme un soufflet, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus les mouvements comme à l'époque, les Black Dragons, etc., même si c'était des gangs de cité, voilà. Mais ils faisaient des choses, ils allaient, quand il y avait des réunions de fachos, ils allaient leur casser la gueule, il se passait des vrais trucs. Maintenant, il ne se passe plus rien. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire, et ça fait que les jeunes, ils ne sont pas forcément au courant de tout ça. Des reportages comme ça, ils ne les verront pas. Même le fait, tout à l'heure, j'ai entendu parler du film Black Panther, c'est tout bête, mais qu'il y a un film qui s'appelle Black Panther. C'est un Marvel, ça ne parle pas de l'histoire des Black Panthers. Mais ça fait que les jeunes, maintenant les petits, on va leur parler des Black Panthers, ils vont dire « Ah, le Marvel !» Non, il y a autre chose avant. Et si ça, ils ne connaissent pas, ça ne va pas les aider à savoir d'où ils viennent, en fait. Tu penses que ça n'a pas servi? Je pense pas que ça ait servi. Je pense... Si, c'est génial. Moi, franchement, je suis la première à être super contente d'être allée voir le film, à m'être dit, ouais, il y a des Renois, on a un film pour nous, ouais, c'est super, Wakanda, tout ça. Il ne faut pas oublier que le Wakanda, ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent réellement, et il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir comment on va faire pour avancer. Et c'est pas en se disant, il y a un super-héros Marvel noir que c'est super, ça fait avancer les choses. Non, c'est bien sur le coup. Mais Black Panther, c'est autre chose. Avant d'être un Marvel, même si ça existait, avant d'être un Marvel, il faut qu'on parle de l'histoire des Black Panthers et qu'on sache ce que c'est. Voilà. Et je trouve que malheureusement en France, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'union. On n'est pas assez unis, on ne va pas assez faire de choses. Notre communauté, elle n'est pas assez soudée. Quand on voit les Asiatiques, etc., ils sont comme ça. Quand il se passe un truc, c'est entre eux, ils s'aident pour faire avancer les trucs, machin. Nous, on n'est pas assez soudés. Et tant qu'on ne sera pas plus soudés, on n'avancera pas. En fait. Et c'est dû à quoi ça, par exemple? Je pense qu'il n'y ait pas de combat commun. Je pense que c'est dû, d'une part, donc, effectivement, à l'éducation, à ce que certains parents, moi par exemple, mon père, il m'a toujours... Bon, moi, j'ai toujours été militante parce que ma mère, comme tu le sais, a fait partie des Black Panthers aux États-Unis.
une des rares blanches à avoir fait partie des Black Panthers. Après, elle a fait partie du mouvement latino aussi, parce qu'il y avait un mouvement latino aussi dans les Black Panthers. Donc moi, j'ai toujours eu ce côté militant. Mais à côté de ça, mon père, il fait partie des papas sénégalais, etc., qui te disaient, comme t'es noir, faut pas faire de vagues non plus, faut pas que tu te fasses remarquer. Comme s'il fallait, t'es noir, alors faut pas faire de bruit, faut pas faire, voilà, faut rien dire. Et ça, c'est un problème. Il faut dire à nos enfants, non, c'est pas parce que t'es noir que tu vas pas avoir le droit de parler, tu vas pas avoir le droit de revendiquer ce à quoi t'as le droit. C'est pas parce que t'es noir que on peut te dire, bah attends, toi tu passes après. Et ça, je pense que c'est à nous de faire ce travail-là. Moi, mes filles, bon, elles sont blanches de peau, mais elles savent leurs origines. Voilà, comme je leur ai dit, il ne faut jamais qu'on vous dise que vous valez moins parce que vous venez de là ou de là. Il faut que vous sachiez que votre valeur, c'est aussi votre histoire. C'est aussi ça qui fait ce que vous êtes. Et je pense que c'est à nous de faire ce travail-là. Heureusement, l'histoire de mon peuple, je l'ai apprise à partir de 22-23 ans, à mon premier voyage aux États-Unis. Et ensuite, en lisant beaucoup de livres, en regardant des reportages et tout. Et mon éducation, j'y étais seule. Et malgré les longues années qu'on a à l'éducation française, à l'école, on ne nous apprend rien. Et les seules choses qui sont évoquées en cours sont des choses très péjoratives et très floues en fait. C'est-à-dire l'esclavage, ça va être 2-3 paragraphes dans un histoire en 5e, la colonisation pareil. Et c'est comme si, entre guillemets, il y avait un intérêt à faire qu'on ne connaisse pas notre histoire. Et donc, pour moi, je pense que l'éducation, elle doit se faire au niveau des parents, de la famille, de tous ceux qui sont conscients, entre guillemets. Parce que c'est pas à l'école qu'on va l'apprendre. On a accès à Internet et c'est un outil magique, mais si utilisé à bon escient en fait. Mais sur Internet, on fait quoi? On va sur Facebook, on regarde des clips vidéos sur YouTube, rien de très instructif. Merci. Et je pense que l'éducation doit se faire au niveau des enfants, que ce soit nos enfants à nous, nos neveux, nos nièces, nos cousins et autres, et aussi au niveau des adultes, mais plus au niveau des enfants, pour qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont, qu'ils grandissent sans complexe, sans se sentir pas à leur place ou pas légitimes ou autre, et qu'ils avancent. Parce que par exemple, tout ce que j'ai appris à 25 ans, si je l'aurais su depuis que j'avais 10-15 ans, je pense qu'on peut changer le monde entre guillemets en fait. Et c'est quelque chose de très très important, mais malheureusement on n'en est pas conscient. Mais c'est à nous de faire le travail d'abord de proximité autour de nous, et après ça peut faire effet boule de neige. Après je suis très... j'ai beaucoup d'espoir on va dire, mais je pense que c'est un travail très très important, et comme on dit, tant qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient, on ne saura jamais où on va. Et ça, c'est vraiment une vérité. C'est vraiment très important. Parce que c'est dans une urgence de nourrir les gens qui avaient laissés derrière. Ça veut dire que c'était obligé de se faire petit. Moi, c'est mon aberrement. Et mon père, il savait lire, ma mère ne savait pas lire ni écrire. Et je pense qu'eux, en nous mettant juste à l'école, ils pensaient qu'ils avaient fait leur travail. Ça nous ouvrait des portes et ça nous permet d'être ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'était par rapport aux parents. Et par rapport à ce qui est des jeunes d'aujourd'hui, logiquement, je pense qu'il devrait y avoir plus nos enfants aujourd'hui avec nous. Pour pouvoir regarder ce genre de reportages. Et c'est triste à dire, c'est quand il y a des grands événements, des grands malheurs, on va dire, qui arrivent, que tout le monde se sent concerné, ou bien la famille ou un ami proche qui est touché par une bavure ou quoi que ce soit. C'est là où on se sent concerné. Parce que je trouve que la société nous fait qu'on se replie tous, chacun sur sa vie ou ses problèmes au quotidien. On n'a pas le temps de voir plus que le bout de son nez où on s'apporte. Et je pense que ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui est mis en place pour vraiment un peu isoler les gens. Et tu penses que nous, on n'est même pas conscients de ça? Non, si, je pense qu'on est conscient. Mais comme tu disais, pour sensibiliser, pour que les gens y viennent, que ce soit quelqu'un qui est né ici comme moi qui est né ici, je pense après, c'est une conscience de soi-même. De se dire, je ne le fais pas pour une personne ou quoi que ce soit, je le fais à titre, ça peut arriver à mon fils demain, ou même moi, je me lève pour le fils de quelqu'un d'autre, ou un voisin ou quoi que ce soit. Et je pense que peut-être que la vie, le travail, tout ce qui est fait du quotidien de la personne, fait qu'on se dit, on ne va pas changer le monde. C'est pas en venant s'asseoir ici une vingtaine de personnes. Il y a aussi ce truc négatif. On dit, vas-y, vous êtes 10, 15 à parler, ça va, vous avez bu un verre, vous avez regardé une vidéo, rien va changer. C'est en gros, c'est toujours la même réplique, quoi. Vous êtes, tu vas pas changer le monde.
ouais, ok, tes discours ils sont beaux, faudra faire ceci, cela, etc. Il n'y a rien qu'à changer. Ça fait 1 an que tu es sur la route, 10 ans, 20 ans, il n'y a rien qu'à changer, c'est comme ça les pompiers. C'est juste. Je prends d'abord l'excuse-moi, ensemble. Je vais devoir partir. Moi, je m'appelle Mara Kanté, j'ai 31 ans. Et voilà, comme certains d'entre vous dans la salle, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Préjugés coupables. À l'époque, quand je l'ai écrit ce bouquin, j'avais 22 ans, je crois. C'est quoi le titre? Préjugés coupables. Et le titre qui suit de ce bouquin, c'est Villeneuve, une vie après les émeutes. Voilà, on a parlé d'émeutes, on a parlé de mouvements sociaux et tout. À l'époque, moi j'avais 20 ans. J'ai été incarcéré pour les faits. Vous avez tous entendu parler en 2007, la rame limousine, ils sont morts sur un accident sur une moto. Il y a eu une grande collision avec une voiture de police. Voilà. Et moi j'ai fait partie des gens dont on a été médiatisés, ils nous ont interpellés, ils nous ont incarcérés. Et voilà, Sarko et toute sa bande, etc., ils nous ont mis vraiment dans une situation un peu difficile. Et notre histoire elle a été quand même assez médiatisée. Je vais rebondir sur ce qu'on vient de voir, le documentaire des Black Panthers. Je ne connaissais pas leur histoire. J'avais 19 ans. Quand j'ai été incarcéré, j'avais 20 ans. À partir de mes 21 ans, voilà, il y a un ami à moi, un blanc, qui a juste vu mon état d'esprit, qui a juste vu la façon dont je m'exprime, etc. Il m'a dit que tu devrais lire un bouquin qui s'appelle Le Black Panther Party. Et voilà, je ne connaissais pas, je lui disais ok, il n'y a pas de souci, ramène-le-moi, je vais le lire. Et là, boum, électrochoc. Je ne savais pas que j'envoyais un message politique. Et quand j'ai vu qu'on nous était des bâtons de héros, moi ça m'a foutu une telle rage que j'étais prêt à retourner le bureau ou à prendre le maire par sa cravate. Mais je n'ai pas voulu réagir comme certains de mes potes. Je me suis dit, bon ok, comme on me sollicite à venir participer à des réunions, oui, vous êtes un petit peu trop énervé, venez en réunion, comité de quartier, expliquez vos souhaits, ce que vous voulez faire. Et j'arrive dans ces réunions-là, j'ai rien contre les retraités ou les personnes du troisième âge. Mais je suis tombé sur des voisins qui revendiquaient le fait qu'il y avait 3 feuilles devant leur appartement ou leur maison, ou des crottes de chiens au 38 avenue de la Paix. Alors que des gens étaient en train de galérer dans les quartiers populaires de la ville. Donc, on s'est dit, bon ok, on va se débrouiller par nous-mêmes. On a commencé à organiser des événements culturels, à soulever des fonds, à générer suffisamment d'argent pour organiser des sorties culturelles et des soutiens scolaires et autres, fournir des fournitures aussi pour la rentrée. Et là, que se passe-t-il? On vient nous voir, arrêté préfectoral, on ne pouvait plus utiliser telle salle. On nous a bloqués de partout. Mais moi, ça m'a encore encouragé, moi, dans ma détermination. C'est que 2008, avec tous les habitants que j'ai pu croiser, on a fait une table ronde. On s'est dit, voilà, on va se présenter aux élections. On a créé une liste citoyenne. On a obtenu à l'époque 11,11%. Ça ne nous a fait que 2 sièges. Mais la victoire, c'est qu'on a demandé à personne. Ces sièges-là, on les a arrachés. Et je pense qu'en France, malheureusement, on nous envoie trop de strass et paillettes. C'est-à-dire qu'on va nous présenter à la télé des noirs ou des rebeux, sachant très bien s'exprimer, mais surtout sachant faire de la séduction, en fait. Et ensuite, on va nous dire, bah regardez, en France, c'est magnifique, regardez, vous avez des porte-parole. Mais qui vous a dit qu'on l'a choisi comme porte-parole? Qui vous a dit qu'on a choisi cette personne comme porte-parole? Parce que pour moi, aujourd'hui, là actuellement, en 2018, les personnes aujourd'hui qui parlent au nom de la banlieue, qui parlent au nom des minorités, sont inexistants dans les quartiers ou auprès des concernés. Et il est là le piège. C'est que, effectivement, on a aussi cette responsabilité à assurer une transmission et à communiquer. Effectivement, il n'est pas normal qu'il y ait autant de chaises vides. Mais on a aussi une part de responsabilité. Là, le frère l'a précisé, moi, je suis très réseaux sociaux, j'ai partagé. Même si j'ai fait venir qu'une personne, pour envoyer mon message, au moins j'ai fait venir une personne. Et je pense qu'à notre échelle, à notre petite échelle, à la fin, elles ont applaudi.
elles ont applaudi et au moins je suis sûr que voilà, elles vont se sentir encore plus puissantes. Parce que le rôle des femmes, il est important à l'intérieur. Mais voilà, ça c'est la partie fiction, la partie du papa qui est dans le kiff. Mais je pense que voilà, en France, on est dans une toute autre réalité et je pense qu'on doit s'imposer et faire usage des outils qu'on a sous les yeux en fait. Là aujourd'hui, on a trop de jeunes ou même d'adultes qui se limitent juste au minimum. Ouais, non, vas-y, je vais faire mon bif. Puis la bite, non, c'est pas pour moi. Et en fait, effectivement, depuis le temps, j'aurais pu être découragé et penser qu'à moi-même. Mais avec le temps, voilà, on a créé des réseaux, que ce soit pour la cause noire ou la cause sociale, c'est-à-dire celle qui réunit toutes les origines, toutes les générations confondues. Elle est là notre force. On ne peut pas faire comme aux États-Unis, effectivement. On ne peut pas se dire, ouais, on va d'abord faire pour les lobbies. Parce qu'il y a aussi une réalité. Moi, en tant que franco-malien, ben, il y a des frères originaires de l'Est ou du Sud de l'Afrique qui vont dire, ouais, non, mais lui, il est trop proche des Arabes, il porte une barbe, c'est un musulman, c'est un noir arabe. Un noir arabe, je crois que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. On ne va pas s'en sortir, c'est-à-dire je ne calcule même pas. Moi, à partir du moment où je me dis, je tombe sur des personnes qui ont cette ambition à bouger les lignes, à bousculer les choses, j'en ai rien à faire en fait que tu sois chrétien, musulman, juif ou athée. On a une cause commune en fait à défendre. Et on nous a tellement mis de frontières entre nous qu'on ne se rend même pas compte du fait qu'on reproduit ce qu'ils attendent de nous en fait. Inconsciemment, on reproduit ce qu'ils attendent de nous. Donc aujourd'hui même, quand je vais aller soutenir des Roms, ou même quand je vais aller soutenir, quand il y a eu le père Azadi qui s'est fait flinguer, j'étais à la mobilisation des Chinois. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu vas avec les Chinois quand c'est nous, les Renois, ils ne sont pas là? Je dis, mais est-ce que c'est une raison de se comporter de la même manière en fait? Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus intelligent des fois? Voilà, moi je me dis, des fois on se complique tellement les choses qu'en réalité les choses sont simples. On doit juste montrer l'exemple, on doit juste effacer ses frontières. Et marcher la tête haute, torse bombé. Voilà, moi je porte ma barbe avec fierté. Des fois on me demande pourquoi tu la rases pas, tu fais de la politique, tu gardes ta barbe. Je dis, demain tu vas me demander de faire la politique en string aussi, en entier. Oh, on est où? On doit assumer ce qu'on est. Effectivement, je suis d'accord. Tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne peut pas ça. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, et quand je tombe avec des gamins, en tant qu'éducateur, je dois aussi leur transmettre le fait d'avoir cette fierté de ce qu'ils représentent dans notre société. Et là, après, on discute. Ouais, il y a trop de tensions encore aujourd'hui entre Noirs et Arabes. Et, ok, il y a des tensions, mais c'est pas insultant de se dire la vérité à un moment donné. Alors, j'ai l'impression que c'est un crime, des fois, de se dire la vérité. Non, on doit se dire la vérité. Si l'un d'entre nous déconne, on se dit, ah, tu déconnes. Si un fait quelque chose de bien, on pousse. Là, à côté, M. Traoré, il ne l'a pas dit, mais il est chef d'entreprise. Voilà, il a sorti une ligne de produits cosmétiques bio, produits en Afrique, produits naturels. Je pousse. Ouais, mais ça, c'est une parenthèse. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a des mécanismes aujourd'hui à appliquer qu'on n'applique pas du tout. Après, certains vont dire, ouais, c'est utopique, il n'y a rien d'utopique. Là, je reviens, je vais m'arrêter là, je reviens du Brésil, j'étais invité par les Afro-Brésiliens. Et les personnes qui m'ont invité, c'est des Afro-Brésiliens que j'ai accueillis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, la délégation d'Afro-Brésiliens sont venus en France rencontrer des acteurs de la communauté. Et à cette époque-là, je crois que c'était la période d'émergence. Là, je suis retourné là-bas. Quoi? J'étais là-bas pour la première fois. Je veux dire, j'ai même pas eu le temps d'aller à la plage. Tellement que
ce que j'ai vu, ça m'a mis des claques. Ces Afro-Brésiliens ont investi la politique dans la ville. San Francisco, une ville où vous avez 98% de Noirs. Il faut savoir que les Afro-Brésiliens sont plus nombreux que les Blancs, ce qu'on ne nous montre pas. Ils ont investi la politique de manière à ce que leur communauté s'émancipe réellement. Donc San Francisco, c'est la deuxième ville la plus riche du Brésil. Il n'y a aucun problème de violence, contrairement à Rio. Et il faut savoir aussi qu'ils ont sur Bahia une secrétaire d'État à l'égalité raciale. Alors c'est un pays qui est vachement plus dur dans son racisme qu'en France. Parce que je vous donne un chiffre. Par an, je crois que c'est 71 000 morts par la police dans les favelas. Et majoritairement des Noirs. 71 000 Ouais. par an. Un génocide, comme il le précise là-bas. Nous, je crois que c'est 15-16 par an. Mais après, tout est relatif. Ça ne veut pas dire que, ouais, parce que c'est moins ici, bon, vas-y, nous, on est tranquille. En fait, non. Et là-bas, en fait, la communauté noire continue à se battre face à la mainmise des conservateurs blancs qui ne veulent en aucun cas que les Afro-Brésiliens réussissent à avoir une mainmise et une influence politique. Parce qu'ils savent que toute la volonté politique, si elle bascule du côté populaire, les peu de riches qu'il y a au Brésil, qui contrôlent le Brésil, vont perdre la main sur le pays. Et ils empêchent. Ils essayent de mettre des freins. Et je crois que il m'expliquait, c'est Lula qui a fait en sorte qu'ils aient des universités dédiées aux Afro-Brésiliens. Vous savez ce qui se passe dans ces universités-là? Ils n'ont pas pensé qu'à eux, les Brésiliens. Tellement ils ont une grande ambition, ils ont pensé aux pays lusophones, c'est-à-dire les ex-colonies portugaises. Donc j'ai croisé des étudiants de la Guinée-Bissau, Mozambique, Angola. Et ils m'ont dit, au pays, il n'y a pas possibilité d'aller à l'université, c'est trop cher. Là, les Afro-Brésiliens nous offrent une opportunité de dingue. Et le pire, c'est qu'on va vous former et vous allez retourner au pays et continuer à transmettre. Et la force, elle est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on a été éparpillés dans les 4 coins du monde, mais dans le mécanisme, il faudrait le reprendre à l'envers. C'est-à-dire qu'il y en a en Amérique latine, aux États-Unis, sur les îles, en Australie, en Europe. Mais comme j'ai précisé tout à l'heure, là je m'arrête là puisque j'étais trop long, tant qu'on continuera à s'enfermer dans les frontières qu'ils ont créées, on continuera à tourner en rond en fait. On continuera à tourner en rond. Donc c'est pour ça, voilà, tous ceux qui ont des ambitions, moi je vous encourage à fond, c'est-à-dire des murs qui se dressent devant vous, on peut les défoncer. Tranquillement. Il ne faut plus qu'on se dise, ouais voilà, on va nous mettre des bâtons dans les roues, il y aura de la jalousie. Quoi qu'il se passe, il y aura de la jalousie, il y aura des rageux, il y aura des haineux. On est passé, les anciens sont passés par Pierre. C'est pas juste un mur qui va nous freiner en fait. Soyons fous. Soyons fous. Alors pour emmener un côté un peu négatif chez lui, parce qu'il se raconte, le mec, il y a un éditeur là-bas, qui attend après lui depuis 1 an et demi. Parce qu'il a parlé, Malcolm X il a écrit, il raconte sa vie. Malcolm X il a écrit, donc les autres sont arrivés après. Ils avaient juste à faire, ça fait 1 an et demi là, que l'éditeur attend qu'il sorte son ouvrage pour que vous puissiez non pas profiter de ce qui va être dit là, et de chacun d'entre vous d'ailleurs. J'ai pas retenu ton prénom, désolé. Homo Allé, qui sort un livre, où tu diras à ton frère Al-Nami de sortir son livre, et aller voir son éditeur qui l'attend. Chacun d'entre vous ici est dans cette volonté de toute façon. Ça veut dire qu'il n'y a pas un militant plus qu'un autre. Notre jeune frère aussi pareil, il a écrit son livre en plus super jeune, cinématographique, c'est la production de documentaires. Parce qu'effectivement, moi je l'ai trouvé, pour ma part, j'ai l'intention de suivre par la suite dans le documentaire. très bien.
Et donc je pense que dans les actions, moi je ne suis pas un pessimiste, hein, et comme il est plus de 22h30, on va libérer les collègues, je ne crois pas que ça va se passer sur la question du regroupement de masse. Je pense que là, rien que dans cette salle, là, le peu de personnes qui sont là, le simple fait de dire aujourd'hui j'ai enregistré par exemple 2 choses. Un, qu'un des frères va écrire un livre, et qu'on soit d'accord avec toi ou pas, c'est pas vraiment le sujet. À la fin, peut-être on ne sera pas d'accord, mais tu as écrit quelque chose. Et ça rentrera dans une bibliothèque, et peut-être que dans 30 ans, ton livre il aura du sens. C'est ce que disait Thomas Sankara ou Lumumba, je suis né trop tôt par rapport à ma génération. C'est-à-dire ce que je dis, ce que je pense, je suis trop en avance par rapport à la communauté que j'ai aujourd'hui. Al-Mami, c'est ce qu'on lui reproche, nous en interne, parce qu'il a dit, il faut qu'on se dise les choses, et c'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche que depuis 18 ans, il y a de l'action, comme plein d'autres personnes, il n'est pas plus intéressant qu'un autre, mais du fait qu'il soit quand même assez connu, eh ben, il devrait laisser une trace aujourd'hui de ce qu'il a fait, et on verra ce qu'on va faire. Parce qu'il milite, il a des actions, mais si tu ne le connais pas, si tu ne le suis pas sur les réseaux, ben, tu ne sais pas comment telle action a été menée, comment elle a réussi ou comment est-ce qu'elle a échoué. D'accord ? Donc il est plus de 22h30. Je remercie chacun d'entre vous, vraiment chaleureusement. On va faire ça devant le Coca et l'Oasis. D'accord ? Mais justement, juste une seconde. Vas-y. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé. Parce que là, je le dis devant tout le monde. Pour moi, c'est important. C'est vrai qu'on pourra discuter tout à l'heure. Mais l'idée, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut commencer. Là, on va arrêter. Mais en fait, moi, j'attendais pour donner une solution. Parce que la dame, elle a parlé tout à l'heure, tu as posé la question là-bas, à ton avis, quelle pourrait être la solution? Elle a dit qu'elle ne sait pas. Et moi, justement, ça, je reproche. C'est-à-dire, on ne peut pas venir comme ça, discuter et partir. Moi, la solution, j'aimerais lui dire, j'aimerais que tout le monde l'entende. Parce que moi, quand même, j'ai pris du temps. Les gens, ils ont pris, ils ont mis leur vie en jeu, ils ont fait des sacrifices. Moi, je voulais partir en Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Mali. Je voulais partir. Je sais que j'ai 3 enfants, je me dis non, je ne veux pas partir comme ça. Je fais un sacrifice. Alors, vite fait comme ça, avant qu'on se laisse, est-ce que je peux donner vite fait la solution que moi je pense? Vas-y, dis-nous rapidement. D'accord, ok. Excusez-moi, hein. C'est pour le bien commun en fait. Alors, je l'ai entendu, j'ai apprécié là-bas aussi, ça ne veut pas dire que... Non, la solution, faut donner la solution. Là, c'est le temps, là. Faut pas qu'on fasse comme les autres. Je suis désolé. Je prends 2 minutes seulement. Mais je peux quand même remercier ceux qui m'ont poussé. La laisse, je vais le faire, moi, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la solution, c'est quoi? C'est vrai, nos parents, quand on leur demande, ah oui, c'est vrai, on passait à la famille au pays. C'est vrai. La plupart, disons la vérité, on est musulmans. Donc c'est vrai que dans notre religion, les autres, ça compte beaucoup. La transmission orale. J'ai parlé tout à l'heure de Soundiata Keïta, la charte de Gros-Canfoy. C'est vrai, je suis désolé. Hein. On est venu là, peut-être on va parler 2 heures, mais on fait comme eux. On fait comme eux, ça veut dire quoi? Ils sont venus chez nous, ils ont tout prévu, stratégie. Nous, on va faire stratégie aussi. Ça veut dire quoi? On a organisé cette réunion-là, on sait que ça, il y a ça, on sait qu'à telle heure, on va parler de ça. Le but, c'est que tout le monde parte avec une solution. La solution, c'est quoi? Sensibiliser les parents. Moi, j'ai commencé à faire des sketchs. Les sketchs, pourquoi? Parce que ça ne marche pas, c'est vrai. Commencer à faire des sketchs, les gens, ils aiment rire aujourd'hui. Mais en riant, voilà, à ce qu'il dit, c'est pas faux. Sensibiliser d'abord les parents. Ça, c'est 1. De 2, aller voir les plus jeunes. Moi, mes enfants, ils ne parlent pas au Mara. J'essaye comment? En allant à fond, aller sur Internet, Et aujourd'hui, mes enfants, ça commence. Mais ça commence comment? Tu fais des vidéos sur Internet? Si je fais des vidéos sur Internet, pas encore. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. On a dit que tu fais des sketchs, tu les fais où? J'ai commencé il n'y a pas longtemps aussi. J'ai commencé ce mois-là, le 8. Donne-nous le nom, comme ça on va aller checker après sur Google. Bon, tout ça, on va parler tout à l'heure. Mais la solution, sensibiliser les parents. Nos parents là, ils ont des connaissances incroyables. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça, Les parents, sensibiliser les parents. Ensuite, prouver aux parents que vraiment on veut faire quelque chose, vous allez voir que les choses vont aller.
Bon, comme le temps est limité, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Et on espère